Madame Tsukamoto, 23 ans. Elle a tout un tableau qu'on dirait vraiment un lupus. Elle a du trinordiol. Bip. Trinordiol, on marque. Je ne sais pas, on vous le précise. Bip. Et puis, on vous demande, parce qu'elle a de la protéine 4 croix et du sang 4 croix, quel élément anamnestique devez-vous faire préciser à cette jeune femme afin d'interpréter correctement les résultats de sa bandelette? J'ai dit date des dernières règles pour savoir s'il y a une période de règles ou pas. Ouais, on a vu des gens s'enflammer sur le diagnostic de pathologie systémique avec atteinte neurologique et rénale sur des femmes qui étaient menstruées. Donc, il faut juste le savoir. C'est peu probable là, mais bon. Hop. Et vous avez, sachant que la patiente a réalisé un bilan sanguin, qu'est-ce qu'on peut dire du diagnostic? Donc c'est un lupus systémique, compliqué avec une insuffisance rénale chronique, enfin a priori, enfin une insuffisance rénale. Oui. Et il y a eu aussi probablement une anémie hémolytique auto-immune a priori. Ah bah oui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près. Tout à fait. Donc elle a un lupus érythématoïde disséminé avec une anémie hémolytique auto-immune, une glomérulonéphrite. On peut dire que c'est ça la maladie du lupus. Elle a en plus du sang et des protéines dans les urines, avec probable de syndrome de GNRP. Tu n'as pas de créate antérieure, mais visiblement ça évolue rapidement. C'est pas bon. Et elle a un syndrome néphrotique impur aussi, avec toutes ces valeurs-là. Puisqu'il y a l'insuffisance rénale, l'hématurie, l'albumine, la protéine qui sont basses, et je crois qu'elle a beaucoup de protéines dans les urines. Est-ce que vous avez tous les arguments pour le dire? 25 grammes par litre d'albumine, elle a 4 croix de protéines. Il y a des chances que ça soit un probable syndrome néphrotique impur. Ok, quelles explorations complémentaires réalisez-vous et dans quel délai? On fait les explorations immunologiques. Quel délai? D'abord, quel délai? Tu la revois dans 6 mois. Non, on fait. C'est pas une urgence vitale, mais on les fait rapidement pour avoir des résultats, pour pouvoir avoir le diagnostic. Elle ne sort pas de la consulte ou elle revient le jour même ou le lendemain, en pratique. Là, on ne sait pas quelle est sa fonction rénale. Si ça se trouve, elle était à 120 micromoles il y a une semaine. C'est un syndrome probablement de GNRP. Enfin, tu n'as pas le recul, mais ça y ressemble. Elle a plein de protéines, plein de sang. Elle a un lupus en poussée. C'est une urgence. Donc il faut la garder hospitalisée. Là, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Pense simplement qu'elle a une insuffisance rénale avec 230 micromoles de créate et un tableau assez brutal, parce que ça dure depuis pas très longtemps. Ça ressemble à une GNRP, donc il faut aller vite. Donc on fait le bilan immunologique, donc les facteurs antinucléaires, les anticorps anti-DNA, les anticorps antiphospholipides, les anticoagulants circulants, anticorps anti-ribosomes, anti-SM, on fait les anti-SSA. Les ouais. Oui, tout à fait. On fait une radio de thorax. On fait une radio des articulations. Oui. Une biopsie cutanée si on a des lésions à biopsier. Direct, là. Qu'est-ce qu'on va aller biopsier, là? Bah, il y a un truc à biopsier, quand même. Les ulcérations? Non. L'ulcération, c'est très peu rentable. Tu peux le faire, mais là, elle a une maladie rénale. Tu vas lui biopsier la rein, surtout. Bon, c'est indispensable. Pour stader, parce que non seulement pour le diagnostic, tu l'as. Tu sais que c'est un lupus, quasiment. Les critères de l'arrêt, elle rentre déjà dedans. Par contre, il faut savoir qu'est-ce qu'elle a dans le rein et comment tu vas la traiter. Donc, le diagnostic sera la PBR. Et tu peux dire sur une PBR, c'est une néphropathie lupique. Après, donc un bilan d'hémostase. Ouais. TP, TCA, fibrinogène. Et l'échographie rénale. Ok, qu'est-ce que j'avais rajouté? Rien de côté. Après, plein de trucs, mais bêta-HCG, tout le tralala. Je suis d'accord. Le TCA est augmenté à 60 secondes pour un témoin à 32, alors que le TP et les plaquettes sont normaux. Quelles sont les causes potentielles de ce profil? Précisez quelle est la plus probable et comment vous la confirmez. Allez, un TCA isolément élevé, là. Hop, hop, hop. Ouais, non, donc l'hémophilie. Oui. La maladie de von Willebrand. Exactement. Et ou alors un anticoagulant circulant. Tout à fait. Et là, tu suspectes quoi? Un anticoagulant circulant lupique. Ouais. Comment confirmeras-tu? Faut mettre du plasma à témoin dans le sérum du patient. C'est que ce n'est pas corrigé par le plasma témoin qui n'apporte aucun facteur, puisqu'il y a un inhibiteur au moins de la réaction dans le tube. Et qu'est-ce que tu fais? Tu la biopsies ou pas? Ou en transfuge? Ah oui, c'est pas contre-indiqué. Pourquoi? Cet allongement du TCA n'est pas associé à un risque hémorragique, c'est ce qu'il faut dire, contrairement aux autres que tu as cités avant.
les anticoagulants lupiques, ce n'est pas associé à un risque hémorragique. Ça pouvait pas être un SAPL associé au lupus Alors, ah là là, misérable, misérable. Quelle est la définition d'un syndrome des antiphospholipides? C'est un APL. Elle a un APL. Je suis d'accord, elle a pas tous les, elle a que 23 ans, donc elle a peut-être pas encore fait son. Ah bah, tu ne pourras parler de syndrome des antiphospholipides que quand elle aura thrombosé. Par contre, quand ils ont des taux élevés, on met des aspirines en prévention, mais la définition du SAPL, c'est quand ils ont fait une thrombose, ou des pertes fétales, ou des manifestations, blablabla. Ok. Le pathologiste vous annonce qu'elle a une classe 4 segmentaire, associée à une classe 5, avec 100% d'activité. Ça veut dire quoi? La classe 4, c'est la prolifération diffuse, et la classe 5, c'est une prolifération extramembraneuse. Ah, une oxymore. En fait, la classe 5, c'est une glomérulonéphrite extramembraneuse, qui, quand elle est isolée, il n'y a pas de prolifération. C'est défini par l'association de dépôts à la face fin et granuleux à la face externe de la membrane basale glomérulaire, avec des anomalies de la membrane basale qui repoussent à côté des dépôts. Tout ça fait comme ça. Les GEM, la lésion, imagine, tu as ton pied de ton podocyte là, tu as ta membrane basale là, et là, tu as l'anticorps qui se dépose. D'accord? Des petits trucs tout granuleux. C'est tout petit, tout fin. En IF, ça apparaît vraiment comme des petits points. Et puis après, ta membrane basale, le podo va réagir et tu vas faire des petites extensions. Tu vas recouvrir progressivement tes dépôts. Au début, ça va faire ça. Puis après, ça va complètement être recouvert. Ce qui t'explique que tu as un aspect hérissé de la membrane basale, glomérulaire initialement, puis un aspect en chaînette, qui est en fait le fait que ta membrane basale a complètement encerclé tes dépôts. Donc tu as tes petits dépôts qui sont là et ta membrane basale qui est comme ça au-dessus. Voilà. Il n'y a pas de prolifération dans les GEM. Donc ça, elle a une prolifération endocapillaire segmentaire. Elle a une classe 4, donc ça touche plus de 50% des glomérules. 50% des glomérules. La classe 3, c'est moins de 50% des glomérules. Lipique, je vous le refais, des classes lipiques vite fait. Cette classification n'est pas une classification qui détermine des gravités. Hein. C'est une classification qui détermine des formes de la maladie. Ça, c'est important. La classe 1, il n'y a rien en optique et il y a des dépôts en IF qui sont strictement mésangiaux. Ce n'est pas grave. La classe 2, il y a une prolifération mésangiale. Ça veut dire que vous avez dans votre glomérule des mésangiomes avec des petits capillaires comme ça. D'accord ? Ce qui est important, c'est que les capillaires soient bien ouverts, que le sang circule. Voyez ? La prolifération mésangiale, c'est une augmentation de la cellularité, du nombre de cellules dans le mésangiome, mais ça ne rentre pas dans les capillaires. Les capillaires sont bien aérés encore. Ça, c'est pas très grave non plus, parce que les capillaires peuvent respirer, c'est sympa. Les classes 3 et 4, c'est la même lésion, mais il faut voir s'il y a plus ou moins de 50% des glomérules atteints. Et ça, c'est qu'il y a une prolifération qui est cette fois-ci endocapillaire, c'est-à-dire qu'il y a le mésangiome plus des vaisseaux qui sont obstrués, soit parce qu'il y a des cellules qui sont dans les lumières, soit parce que les lumières capillaires elles sont laminées par la prolifération. Ça, c'est pas bon. Et c'est ça qu'on traite vraiment de façon agressive. Il peut y avoir des croissants en cadeau, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Et la classe 5, c'est la GEM lupique. Voilà. Et puis on dit que la classe 4, elle peut être segmentaire ou diffuse en fonction s'il n'y en a qu'un segment du glomérule atteint, mais ça, c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est 1, il n'y a rien, 2, il y a une prolifération mésangiale, les anses capillaires sont bien libres, 3, 4, une prolifération mésangiale et endocapillaire, éventuellement des croissants. Et ça, c'est des formes graves. Dès qu'on vous dit nécrose, croissant, prolifération endocapillaire, c'est une classe 3 ou une classe 4, ça serait pareil. Et la GEM, c'est la classe 5. Et quand il y a les deux, on me dit maintenant qu'il y a une 3 plus 5 ou une 4 plus 5. Ça veut dire qu'en fait, elle a la prolifération, en plus, elle a les dépôts. Donc, ça nécessite les classes 3 et 4, il n'y a pas de doute, ça se traite par immunosuppresseur, ça se traite fort. Corticoïdes endoxants en pratique. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On lui met des corticoïdes et de l'endoxant, en bolus intraveineux, et quel sera le reste de votre traitement ? On repart.
Elle a le rein, il y a les corticoïdes, elle a l'immunosuppression, elle a le lupus. Allez hop. Alors, néphroprotection, contrôle de la tension et de la protéinurie, IEC. Voilà, un régime riche en calcium, pauvre en phosphore. Voilà, un régime hyposodé. J'ai mis avant la dialyse, toujours pareil. Alors, on me dit qu'elle a une pression artérielle normale, je te l'accorde, mais elle a une protéinurie. Il va falloir traiter, elle ne va pas la perdre du jour au lendemain parce que c'est pas une. Elle a des lésions rénales, elle va garder une protéinurie, il faut la faire diminuer. C'est un facteur, indépendamment de la pression artérielle, la protéinurie est un facteur de progression des maladies rénales chroniques. Dans ce cas-là, oui, on donne, dans ce cas précis, l'indication des IEC est faite sur la protéinurie, indépendamment de la pression artérielle. Ce qui peut d'ailleurs être un problème quand tu te retrouves avec des grosses doses d'IEC, parce qu'ils ont parfois la pression artérielle qui chafouine un peu et ils sont un peu fatigués le matin en se levant. Donc, on a fait le rein. Donc prédialyse préservée de capital veineux, vaccin contre le VHB. J'ai mis photoprotection. Indispensable dans le lupus. J'ai mis arrêt du tabac, parce qu'il fumait. Indispensable dans les patients qui fument. Et des corticoïdes, donc mesures associées à la corticothérapie. Tout à fait. Je ne les ai pas détaillées. Et pour la contraception, je ne savais pas trop comment faire. Faut l'arrêter ou... Bah oui, le trinordie, on arrête les œstroprogestatifs. Hein. C'est pas bon, hein. Ça se trouve, c'est ça le lupus. Protection solaire, ça c'est vrai. Donc, oui, on lui met si on lui met quelque chose, on met quoi? Ouais, oui, des micro ou des macroprogestatifs. Il manque dans les choses importantes, un lupus, ça se met sous plaquenil. Vous ne cherchez même pas pour les symptômes ostéo-articulaires. Bam! Et des trucs importants en plus de l'immunosuppression, c'est le plaquenil immunomodulateur. C'est bon pour le lupus cutané, c'est bon pour l'articulation, ça ne fait pas de mal. Et la protection solaire, l'arrêt des œstroprogestatifs. Ça, c'est fondamental pour le reste. Il n'y avait pas d'oubli important. Traitement symptomatique, le rognon, le lupus et les corticoïdes. C'est exactement ça. L'évolution est favorable. Et rebelote un an plus tard, elle arrive, elle n'est pas en forme. Elle a eu des douleurs thoraciques fluctuantes. Elle a présenté ce jour un malaise, est adressée dans le service par son médecin traitant. Elle a 80-40, un pouls à 120. Elle est anxieuse, les extrémités sont froides. Elle a une turgescence jugulaire spontanée et un reflux hépatojugulaire. L'auscultation pulmonaire est claire. ECG, tachycardie sinusale 120 BPM. Quel diagnostic évoquez-vous? On l'a fait tout à l'heure quasiment. Choc cardiogénique dû à une insuffisance cardiaque droite suite à une poussée cardiaque lupique. Ah, justement. Ah, c'est pas mal ça, une P ou les causes, on a dit les grandes causes d'insuffisance cardiaque droite aiguë. Lupique. Exactement, tachycardie lupique ou embolie pulmonaire, vous avez le choix. Ou un infarctus du VD, mais c'est plus rare, et c'est plutôt dans les infarcts. Elle a le droit de thromboser une coronaire sur un SAPL, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rare. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va vouloir avoir le diagnostic. Hein? Déjà, on va vouloir différencier les deux. Donc, ouais. On va faire une écho-cœur, on va faire... On va faire une écho-cœur, mais avant de faire l'écho-cœur, parce qu'il y a des trucs que tu vas faire avant, l'oxygène, le remplissage, de bonnes voies veineuses, et le monitorage chéotensionnel. Là, il faut vraiment la mettre, tu sens que ça chie, il faut la mettre en musique ou en déchocage. Et effectivement, tu lui fais l'écho-cœur en urgence, qui montrera soit l'HTAP brutal avec éventuellement le caillot visualisé, et là, c'est boum, thrombolyse, soit la tamponnade. Et dans la tamponnade, qu'est-ce qu'on fait? On draine chirurgicalement au bloc s'il y a un chirurgien, sinon tu prends une aiguille et tu y vas.